L'articulation du genou est l'une des plus volumineuses articulations de l'organisme. Vous allez devoir apprendre sur cette articulation l'anatomie des surfaces articulaires impliquées, le système ligamentaire, l'existence de ménisques. Il faudra en particulier connaître les systèmes des ligaments croisés. L'articulation du genou unit le fémur, le tibia et la patella. Il s'agit de la plus grosse articulation de l'organisme. Elle est constituée de deux articulations. L'articulation fémoro-tibiale, qui est bicondylaire, et l'articulation fémoro-patellaire, qui est une gynglime. Elle allie une grande stabilité et une grande mobilité. Elle présente 2 degrés de liberté. En extension, cela correspond à sa position de verrouillage, en flexion, à sa position de déverrouillage. Mettons en place les structures osseuses sur cette vue latérale du genou, articulation ouverte. En avant, la patella. En flexion horizontale, le fémur. En dessous, le tibia et la tête de la fibula qui s'articule avec la face postéro-latérale du condyle latéral du tibia, mais qui n'intervient pas dans l'articulation du genou. 2 articulations, mais 3 compartiments. Un compartiment fémoro-patellaire, qui est représenté par la lettre A, et un compartiment fémoro-tibial, représenté par la lettre B. L'articulation présente une capsule et une synoviale. Cette synoviale est ici représentée en orange. Elle s'interrompt au niveau des surfaces articulaires représentées en bleu sur le schéma. La bourse suprapatellaire correspond à une extension de cette cavité articulaire vers le haut. La capsule articulaire est représentée ici en vert. La patella est reliée à la tubérosité tibiale par le ligament rotulien. À l'extrémité crâniale de la patella vient s'insérer le muscle quadriceps. Étudions maintenant les surfaces articulaires du genou sur une vue ventrale, genou en flexion. Les surfaces articulaires en présence sont tout d'abord la surface patellaire. La surface patellaire est située à la face antérieure de l'épiphyse distale du fémur. Elle s'articule avec la surface articulaire fémorale de la patella. Elle présente une dépression verticale séparant 2 facettes. La facette latérale est plus large et plus saillante que la facette médiale. Cette surface articulaire est en continuité avec la surface articulaire des condyles. La surface articulaire fémorale est située à la face dorsale de la patella. Elle s'articule avec la surface patellaire du fémur. Elle est séparée par une crête mousse verticale en une facette médiale et une facette latérale. Les 2 facettes sont concaves. L'extrémité inférieure de la patella n'est pas encroûtée de cartilage à sa face dorsale et correspond à ce qu'on appelle l'apex de la patella. Les surfaces articulaires des condyles fémoraux sont au nombre de 2, un condyle fémoral latéral et un condyle fémoral médial. Elles s'articulent avec le tibia. Ces surfaces articulaires se réunissent en avant et sont en continuité avec la surface patellaire. Ces condyles sont séparés en arrière par la fosse intercondylienne. Au niveau du tibia, les surfaces articulaires tibiales supérieures sont situées à la face supérieure du tibia, plus exactement à la face supérieure des condyles tibiaux, latéral et médial. Elles sont séparées au centre
par l'éminence intercondylaire. Étudions plus en détail cette surface articulaire au niveau des condyles. Les surfaces articulaires des condyles fémoraux décrivent chacune une spirale dont le rayon de courbure décroît d'avant en arrière. À la partie postérieure dorsale, ce rayon fait 15 mm, alors que, en s'orientant vers l'avant, ce rayon augmente jusqu'à 50 mm. Cela a une conséquence mécanique en flexion. Les ligaments sont en position de déverrouillage, alors qu'en extension, cela entraîne une tension des ligaments. Donc position d'extension égale position de verrouillage avec tension des ligaments. Étudions en détail la dysmétrie latérale et médiale des surfaces articulaires mises en jeu dans l'articulation du genou. Nous allons représenter par la couleur rouge le condyle latéral et par la couleur verte le condyle médial. On peut constater que le condyle latéral est plus large que le condyle médial. Le grand axe du condyle latéral et du condyle médial sont divergents. Le condyle médial est plus long que le condyle latéral. Le condyle latéral fait 8 cm de long, le condyle médial fait 10 cm de long. On constate aussi que le condyle latéral est moins saillant en arrière que le condyle médial. De même, le condyle latéral est moins saillant en bas que le condyle médial. Si l'on s'intéresse maintenant aux surfaces articulaires au niveau du tibia, la surface articulaire latérale est plus large que la surface articulaire médiale, et cette surface articulaire est par ailleurs convexe vers le haut. La surface articulaire médiale est plus étroite que la surface articulaire latérale et est concave vers le haut. La dysmétrie des surfaces articulaires au niveau du genou a une conséquence biomécanique qu'il faut connaître. Si l'on représente ici en gris clair la projection dans un plan des surfaces articulaires du fémur, des condyles, et que l'on projette dans le même plan les surfaces articulaires tibiales, représentées ici en noir, en position de flexion, les appuis se font au niveau de la surface articulaire tibiale latérale sous la forme d'un point, représenté ici en rouge, et d'un segment, représenté ici en vert, pour le condyle médial. L'appui condylien se fait en région postérieure, en position de flexion. De par la dysmétrie des surfaces articulaires, lorsque cette articulation se porte en extension, l'appui condylien au niveau médial se fait en position antérieure et est donc à l'origine d'une rotation latérale externe de l'articulation. Nous allons étudier les surfaces articulaires du genou sur une vue crâniale après avoir retiré le fémur. On observe ainsi la face crâniale du tibia, avec placée en avant la patella. Les structures représentées en bleu marine correspondent aux ménisques articulaires. Ils assurent la congruence des surfaces articulaires des condyles fémoraux et tibiaux. Le ménisque latéral a une forme d'un C presque fermé. Les cornes antérieures et postérieures se terminent proches de l'éminence intercondylaire, qui les approche par devant et par derrière respectivement. Ils se poursuivent par des ligaments méniscaux, des freins,
qui s'insère au niveau de l'espace intercondylaire. La corne postérieure donne naissance au ligament ménisco-fémoral qui accompagne le ligament croisé postérieur jusqu'à son insertion sur le fémur. Le ménisque médial a une forme de C très ouvert. La corne antérieure fine s'insère sur le ligament méniscal à la partie antéromédiale de l'aire intercondylaire antérieure et donne naissance aussi au ligament ménisco-fémoral, qui rejoint le ligament croisé antérieur. Il existe aussi, à ce niveau, au niveau de sa corne postérieure, un frein méniscal. Entre les deux cornes antérieures de chaque ménisque est tendu un ligament. Il s'agit du ligament transverse du genou. Il existe par ailleurs de façon symétrique des ligaments ménisco-patellaires qui unissent les cornes antérieures de chaque ménisque aux bords latéraux de la patella. On place aussi sur ce schéma, que l'on verra plus en détail, le ligament croisé postérieur, qui s'insère donc à la partie postérieure de l'articulation, et le ligament croisé antérieur, qui s'insère à la partie antérieure de l'articulation. On va compléter ce schéma en mettant en place ici le muscle poplité. Ce muscle poplité s'insère à la face postérieure du tibia médialement. Il croise en arrière l'articulation du genou et se termine sous l'épicondyle latéral du fémur. Il existe un ligament ménisco-poplité qui connecte la corne postérieure du ménisque latéral à la face ventrale du muscle poplité. On peut représenter aussi le muscle semi-membraneux et le ligament ménisco-membraneux qui relie la corne postérieure du ménisque médial à la face ventrale du muscle semi-membraneux. En vert, représentée ici la capsule articulaire et en orange la membrane synoviale. Enfin, latéralement, le ligament collatéral tibial avec ses deux feuillets et le ligament collatéral fibulaire. On replace ici les points d'appui des condyles fémoraux. Étudions l'articulation du genou sur une coupe frontale. Nous allons tout d'abord mettre en place le fémur. L'articulation est ici en extension. Le tibia et la fibula. Le ménisque médial est fixé à la capsule, ce qui n'est pas le cas du ménisque latéral. À noter une interruption de la synoviale représentée ici en orange pour permettre l'insertion du ménisque médial à la capsule. La membrane synoviale représentée en orange, doublée de la capsule. Le muscle poplité qu'on a vu précédemment. Le ligament collatéral fibulaire, qui est un cordon épais de 5 cm de long, tendu de l'épicondyle latéral à la face antérolatérale de la tête de la fibula. Entre lui et la capsule articulaire, en dedans, passe la terminaison du muscle poplité. Le ligament collatéral tibial, qui correspond à une longue bandelette fibreuse de 10 cm de long et qui est constituée d'un plan superficiel et d'un plan profond, est tendu de l'épicondyle médial à la partie proximale de la face médiale du tibia. Le rôle des ménisques. La transmission des forces
au niveau de cette articulation se fait d'une surface articulaire à l'autre. C'est ce que représentent les deux petites flèches noires. Il existe un contact direct entre ces deux éléments osseux. Le ménisque a pour fonction d'ajuster au mieux ces surfaces articulaires et n'est pas destiné à transmettre les forces. Le plan ligamentaire antérieur du genou limite la flexion de l'articulation. Comme repère osseux, nous pouvons mettre en place la tubérosité tibiale, le tubercule tibial latéral, le tubercule tibial médial, puis la patella, le muscle droit antérieur, représenté ici en rose, le muscle vaste externe, le muscle vaste interne. L'ensemble va constituer le tendon du muscle quadriceps. Ce tendon du muscle quadriceps va venir s'insérer sur le bord crânial de la patella. Le bord caudal de la patella va donner insertion au ligament patellaire qui se termine sur la tubérosité tibiale. À partir de la patella va naître des extensions fibreuses appelées rétinaculum patellaire transversal latéral et rétinaculum patellaire transversal médial. On décrit par ailleurs un rétinaculum patellaire longitudinal latéral, représenté ici en rouge, qui correspond au muscle vaste externe, et qui va donner un faisceau direct qui va venir s'insérer sur le tubercule tibial latéral et un faisceau croisé qui va franchir la ligne médiane et venir s'insérer sur le tubercule tibial médial. On a la même distribution symétrique du muscle vaste interne qui va donner le rétinaculum patellaire longitudinal médial avec un faisceau direct sur le tubercule tibial médial et un faisceau croisé sur le tubercule tibial latéral. Le plan ligamentaire postérieur du genou limite l'extension. Sur le schéma est représenté en bleu les coques condyliennes qui correspondent à la capsule articulaire. Est représenté en marron le muscle poplité avec son insertion à la face postérieure du tibia, bien représenté ici. Le muscle semi-membraneux, représenté en vert, va se terminer en plusieurs faisceaux. Tout d'abord, le faisceau direct, représenté ici par le chiffre 1, se termine sur la face postérieure du condyle médial du tibia. Il présente deux extensions, numérotées ici 2 et 3. Le faisceau réfléchi, le chiffre 2, correspond à une expansion médiale qui longe la face médiale du condyle médial du tibia, sous le ligament collatéral tibial, pour se terminer à la face antérieure du condyle qu'il contourne. Le ligament poplité oblique, correspondant au chiffre 3, est une expansion latérale qui se dirige crânialement et se termine sur la coque condylienne latérale, la fabella, qui correspond à un os sésamoïde, et le fémur par quelques fibres. Le ligament poplité arqué a pour origine la tête de la fibula. Il se dirige crânialement et se divise en deux faisceaux. Un faisceau vertical qui se termine sur la coque condylaire, la fabella et le fémur, et un faisceau arciforme qui se fixe sur le tibia en formant une arcade au-dessus du muscle poplité. Le plan ligamentaire latéral du genou limite le varus.
Nous allons mettre en place tout d'abord le muscle droit antérieur qui appartient au quadriceps. Ce muscle droit antérieur s'insère sur la patella et par l'intermédiaire du ligament rotulien sur la tubérosité tibiale. Latéralement est représenté ici le tubercule tibial latéral. De part et d'autre de la patella va émerger le rétinaculum patellaire transversal qui vient s'insérer sur la tubérosité supracondylienne latérale. Au niveau du tubercule tibial latéral vient s'insérer le rétinaculum patellaire longitudinal direct venant du vaste externe et croisé venant du vaste interne. Est représenté ici le ligament ménisco-rotulien. La tête de la fibula en arrière, la tubérosité supracondylienne, donc, qui est latérale ici, la coque condylienne latérale représentée en bleu, et représenté ici le ligament collatéral fibulaire qui s'insère de la tubérosité supracondylienne latérale jusqu'à la tête de la fibula. À noter que ce ligament collatéral fibulaire est dirigé vers le bas et en arrière. Le muscle poplité, le muscle biceps fémoral qui a été récliné, et enfin la terminaison du fascia lata, c'est le tractus iliotibial. Il s'agit d'une forte bande fibreuse longitudinale qui prolonge le fascia glutéal. Le pan ligamentaire médial du genou limite le valgus. On remet en place les mêmes structures, tout d'abord le muscle droit antérieur, la patella, le ligament rotulien, la tubérosité tibiale. Le rétinaculum patellaire transversal, les rétinaculums patellaires longitudinal, direct et croisé, qui s'insèrent sur le tubercule tibial médial. Le ligament ménisco-rotulien, la coque condylienne médiale, représentée en bleu, et le ligament collatéral tibial, avec son faisceau profond et son faisceau superficiel. Le bord postérieur de ce ligament se confond avec la capsule articulaire. L'insertion du muscle semi-membraneux, dont on a vu en détail les différents faisceaux, est représentée ici. Les muscles de la patte doigt, avec leur terminaison à la face médiale du tibia, il s'agit du semi-tendineux, du muscle gracile et du muscle sartorius. À noter que le ligament collatéral tibial est dirigé vers le bas et l'avant. Nous avons vu tout à l'heure la rotation latérale du tibia lors de l'extension. Cela est la conséquence de l'anatomie des surfaces articulaires. Mais cette rotation externe en extension est à l'origine d'une mise en tension et d'un serrage des ligaments collatéraux. Les ligaments croisés du genou forment un véritable pivot au centre de l'articulation. Il s'agit de ligaments de la région intercondylaire. Ils sont intra-articulaires mais extrasynoviaux. Ils sont croisés entre eux dans le plan sagittal et dans le plan frontal. Le ligament croisé antérieur, représenté en rouge et dont l'acronyme est LCA, naît au niveau de l'aire condylaire antérieure, à la partie antérieure. Il se dirige depuis son origine obliquement, en haut, en arrière et latéralement. Il se termine
sur la partie postérieure de la face axiale du condyle latéral du fémur. Le ligament croisé postérieur, dont l'acronyme est LCP, naît au niveau de l'aire condylaire postérieure, à la partie postérieure de cette aire. Il se dirige depuis son origine obliquement, en haut, en avant et médialement. Il se termine sur la partie antérieure de la face axiale du condyle médial du fémur. La distance entre les insertions distales de ces deux ligaments est de 5 cm au niveau du tibia. La distance de leur insertion proximale au niveau du fémur est de 2 cm. Si l'on reprend l'ensemble des ligaments précédemment décrits, on constate qu'ils sont croisés entre eux, mais aussi croisés avec leurs homologues. Le ligament croisé antérieur, sur une vue ventrale, croise le ligament croisé postérieur, et sur une vue latérale, on constate que le ligament croisé postérieur croise le ligament collatéral tibial et que le ligament croisé antérieur croise le ligament collatéral fémoral. Le ligament croisé antérieur est tendu en extension, mais il est aussi tendu en tiroir antérieur. Un tiroir antérieur correspond à la traction vers l'avant de l'extrémité supérieure du tibia, le fémur étant fixe. Le ligament croisé postérieur est lui tendu en flexion et il est tendu en tiroir postérieur, c'est-à-dire que le fémur est tenu fixe et que l'extrémité supérieure du tibia est repoussée en arrière. Les ligaments croisés limitent la flexion-extension et la translation antéro-postérieure.